Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis toujours minimaliste, j'ai toujours 3 adolescents qui eux aussi le sont. Dans ce podcast, je vous partage astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. En plus de ce podcast, j'ai créé des ressources gratuites pour vous aider à vous lancer dans le tri, dans le désencombrement. Il y en a 5, si je ne m'abuse, tous les liens sont en description. Et si vous avez besoin d'un coup de main en plus, vous pouvez vous inscrire au prochain programme de tri 8 semaines pour tout trier qui commence le 26 avril, qui finit le 21 juin. Il y a des lives, il y a un groupe de 25 autres trieurs et trieuses qui vont trier avec vous. Toutes les semaines, il y a des défis. Je partage avec vous ma méthode complète et bien plus encore. Bref, il reste encore des places, allez en description, vous aurez le lien. L'épisode d'aujourd'hui est le premier, j'espère, d'une série régulière. Je vous avais demandé dans le dernier podcast de bien vouloir partager avec nous vos prises de conscience, vos astuces et vos réflexions lors de votre tri ou à propos de votre mode de vie minimaliste. Aujourd'hui, je partage les 2 premières astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis super contente parce que pour ces 2 premiers témoignages, non seulement ces témoignages sont de qualité et je pense qu'ils vont vous aider si vous vous lancez dans toutes ces choses-là ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre vie minimaliste, mais en plus ce sont 2 personnes qui me tiennent à cœur. Je pense que vous allez reconnaître la voix du 2e témoignage si vous écoutez le podcast, mais ces 2 personnes ont participé au programme 8 semaines pour tout trier et au bout de 8 semaines, je suis ravie de voir qu'à leur tour, elles peuvent partager leur expérience. Alors c'est parti pour la première astuce, le premier témoignage. Je laisse la place à Aurore. Bonjour, moi c'est Aurore et j'ai 50 ans, j'habite en Suisse. Alors moi le conseil que je pourrais vous donner par rapport au désencombrement, c'est qu'il faut vraiment persévérer. Parce qu'au début, on est très motivé. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. J'étais très motivée. Et puis, j'en faisais beaucoup, plusieurs heures par jour. Et puis après, au bout de quelques jours, on est fatigué, on en a un peu marre. Alors, c'est vraiment mais il faut quand même se dire, tant pis, je veux quand même 1 heure, même qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Et puis, au bout de quelques temps, 1 semaine ou 2, si on se force quand même un petit peu à faire tous les jours, ça devient une habitude. Après, c'est beaucoup plus facile. Et puis, je pense qu'il est important aussi, c'est de temps en temps, moi, je me suis dit que 2 jours par semaine, je fais rien, je fais autre chose. Comme ça, on a quand même 2 jours où on peut souffler un peu. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Mais j'ai remarqué depuis quelque temps que même ces 2 jours, je fais quand même un petit quelque chose. Je sais pas si, comme l'autre jour, mon gâteau cuisait, j'ai trié mes poêles. Un jour, j'avais 10 minutes, j'ai trié mes plaids d'hiver, j'en ai pu jeter. Alors, c'est vraiment ça pour moi, le principal, c'est de persévérer. Merci. Et merci à toi Aurore pour ce premier témoignage. Une astuce qui est essentielle parce que oui, quand on veut se lancer dans le désencombrement, généralement c'est qu'on a atteint un point de non-retour, on en a vraiment marre et on a envie de se lancer comme ça à corps perdu. Or, le tri c'est fatigant. C'est fatigant physiquement, c'est sûr, parce qu'on bouge des choses tout le temps, on se baisse, on se relève, on charrie des choses qui sont souvent lourdes et quand on fait ça plusieurs heures d'affilée, au bout de quelques jours c'est vraiment fatigant. Donc il y a vraiment ce côté-là, fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue psychologique. Ce qui est compliqué dans le tri au final, c'est toutes les décisions qu'on doit prendre. Si on a plein de choses autour de nous, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et là, on est face à des centaines, voire des milliers d'objets devant nous, et à chaque fois qu'on a quelque chose dans nos mains, on doit prendre la décision. Or, les objets, ils nous envoient tous des messages, et ces décisions-là sont pas toujours faciles à prendre. Et il y a une vraie fatigue mentale. Je le vois quand je vais faire du tri chez les gens, ils sont rincés. C'est moi qui bouge dans tous les sens, c'est moi qui porte les sacs, et j'ai une débauche d'énergie de dingue, mais au final, c'est pas moi qui est sur les rotules, parce qu'en fait, ce ne sont pas mes objets, c'est pas moi qui prends les décisions de savoir si on garde ou pas. Donc, s'octroyer des pauses, se dire que quand on n'a pas la force physique ou la force mentale de se lancer dans la pièce d'à côté ou dans la fin d'une pièce, s'autoriser à faire des pauses. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. On va finir par trop se fatiguer et on va jeter l'éponge. Donc, comme nous dit gentiment Aurore, prenez votre temps et faites des pauses s'il faut. Et pas besoin non plus de se lancer dans des grandes sessions de tri. C'est ce qu'Aurore fait extrêmement bien, de se dire que
j'ai quelques temps devant moi, j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure, je peux avancer, je peux trier 2-3 trucs. On n'est pas toujours obligé de se lancer dans des trucs hyper longs. C'est sûr que c'est très satisfaisant d'avoir fini une pièce et d'avoir ce moment avant-après qui donne vraiment envie de continuer, mais on n'est pas toujours obligé d'aller jusque-là. Des petits tris réguliers, c'est aussi efficace. C'est vraiment sur la durée qu'on va tenir. Je le dis et je le redis, le tri, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc voilà pour ce premier témoignage. Merci beaucoup à toi, Aurore. Et le deuxième témoignage de cet épisode vient de Natacha. Natacha, je lui ai consacré un épisode l'an dernier où en fait je faisais une consultation tri. À l'époque, sa maison débordait vraiment énormément et elle avait besoin d'aide pour savoir par où commencer. Et elle est donc passée sur le podcast pour essayer de déblayer un petit peu tout ça et de repartir avec un plan d'action. Je mettrai le lien de l'épisode en description. C'était vraiment un épisode très, très agréable à faire. On est toujours resté en contact et Natacha avait vraiment avancé dans son tri, mais elle avait besoin d'aller plus loin et donc elle s'est inscrite au programme 8 semaines pour tout trier. Elle était sur la dernière session qu'on a fini le mois dernier et du coup, trieuse professionnelle qu'elle est devenue, elle a voulu partager ce message et ces astuces avec vous. Je pense que ça vous parlera énormément. Bonjour, je m'appelle Natacha, j'ai 49 ans et je désencombre ma maison depuis octobre 2023. Je voulais partager un déclic que j'ai eu récemment par rapport à une problématique qui revient souvent chez les personnes qui désencombrent, c'est l'attachement sentimental que l'on peut avoir par rapport aux objets. Alors il y a 6 ans, j'ai reçu en cadeau d'un ami un coffret de 24 tampons encreurs représentant des animaux imaginaires. Mon ami savait que j'adore le travail de l'artiste qui crée ces tampons et m'a fait la grande surprise de m'offrir ce coffret. Alors, j'étais vraiment super touchée et contente, j'ai essayé tous les tampons sur une feuille, ça donnait super bien, c'était très joli, mais c'est vite avéré que j'en avais aucune utilité. Et donc le coffret a fini dans un tiroir, et à chaque fois que j'allais dans le tiroir, j'avais un sentiment négatif, un pincement au cœur à l'idée que je ne m'en serve pas et que c'était du gâchis. Et récemment, donc, j'ai terminé complètement le désencombrement de la pièce où il se trouve et je suis retombée dessus avec de nouveau le sentiment de frustration. Et je me suis posé cette fois la question de savoir si ça me ferait plus de mal de m'en séparer que de le garder. Est-ce que je voulais continuer à ressentir cette émotion négative à chaque fois que j'ouvrais le tiroir ? Est-ce que ça me ferait vraiment du mal de ne plus le voir ? Et donc j'ai pris la décision de le mettre en vente sur une plateforme en ligne. Il a été vendu en 1 heure à quelqu'un qui était vraiment content d'avoir pu l'acheter et connaissait l'artisan aussi. Et je l'ai posté le jour même d'ailleurs, de peur de changer d'avis. Et donc là, quelques jours après, l'objet en fait ne me manque pas du tout. Ce qui est finalement assez logique vu que je m'en servais pas. Il n'était pas exposé quelque part dans ma maison où je le voyais tous les jours. Par contre, le déclic que j'ai eu, c'est que si l'objet est bien parti, le souvenir que j'en ai gardé est toujours bien là. Je me souviens de la surprise, de la joie que j'ai eue à déballer le cadeau, à découvrir le coffret, et ce souvenir il restera dans ma tête pour toujours. Il a l'avantage de ne pas prendre de place, de ne pas traîner, de ne pas devoir se ranger. On peut en avoir autant qu'on veut sans que ça se pose problème, des souvenirs. Et donc j'ai réalisé que souvent, ce qui importe par rapport à un objet, c'est le souvenir qui est lié à l'objet et pas forcément l'objet en soi. Et que du coup, si c'est pour garder ce genre d'objet dans un tiroir ou une armoire, on devrait juste s'en défaire et garder le souvenir qui est lié. Ah, que ça fait plaisir d'entendre la voix de Natacha. Merci Natacha de parler de ces fameux objets sentimentaux. Mon Dieu, que c'est difficile de s'en séparer. J'ai fait tout un épisode là-dessus, je vous mets également le lien. Mais ce qu'on entend quand on entend Natacha, c'est ça, les souvenirs sont en nous, ils ne sont pas dans les objets. Et on se fait souvent une montagne à l'idée de se séparer de quelque chose, et au final, ça se passe bien, surtout quand on parle de se débarrasser d'objets qui de toute façon étaient au fin fond d'une cave ou au fin fond d'une boîte. Cet exemple, Natacha, de ce cadeau était vraiment parfait et j'espère qu'il va aider certains et certaines d'entre vous à se séparer d'objets sentimentaux. Quand on parle d'objets sentimentaux, d'ailleurs, plus j'avance dans ma pratique et dans mon accompagnement, plus je me rends compte quand même que des fois, on a tendance à se dire sentimental, à se coller nous-mêmes l'étiquette de « Ah, mais je suis trop attachée aux objets, je suis quelqu'un de très sentimental ». Je dis pas que c'est faux, mais je pense que des fois, on utilise un petit peu ça comme une excuse pour pas faire du tri tout simplement parce qu'on sait que les décisions sont difficiles. Et c'est compliqué de dire à quelqu'un qui nous dit qu'il est attaché à des objets de le faire parce qu'on n'a pas envie de brusquer les gens qui vous disent « Non, 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 ça c'est sentimental, qu'est-ce qu'on veut répondre à ça ?» C'est plus facile de convaincre quelqu'un, un conjoint, un enfant, de ne pas garder quelque chose qu'on garde au cas où. On arrive à raisonner au final. Mais au cas où quoi ?
Et qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais pas? Est-ce que tu as des objets semblables? Est-ce que tu pourrais pas te faire prêter cet objet? Est-ce que tu en as vraiment besoin souvent? C'est quand la dernière fois que tu l'as utilisé? Toutes ces questions sont des questions rationnelles et on peut rationaliser le au cas où. Mais quand on est face à quelqu'un ou même face à nous-mêmes et qu'on se dit « Ah non, ça je peux pas, c'est sentimental », on s'arrête là et on ne creuse pas. Donc c'est quelque part, je dirais pas la solution de facilité, mais c'est quelque part quelque chose qui nous pousse à arrêter le tri où on en est. Hop, je suis en dehors de ma zone de confort, je veux plus en entendre parler, c'est sentimental, rideau, merci. Et pourtant, un objet, même sentimental, ça reste un objet. Et est-ce qu'on a vraiment envie qu'un objet ait autant de pouvoir sur nous? C'est quand même dingue ça, de se dire qu'il y a des choses dont on ne peut pas se séparer. Moi, plus j'avance dans ma pratique, moins j'ai envie que les objets aient un pouvoir sur moi. Voilà donc pour les 2 conseils pratiques du jour qui viennent de quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous aura plu. C'est une première. Si vous avez envie d'apparaître sur le podcast et de partager vos astuces avec les gens qui nous écoutent, envoyez-moi vos témoignages par email. Mon adresse est dans la description et je me ferai un plaisir de vous diffuser dans un prochain épisode. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Vraiment, c'est le meilleur moyen pour faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Donc je compte sur vous. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, tout est en description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.